Les enjeux diplomatiques de ces funérailles, les enjeux diplomatiques, c'est très important. Bonsoir Gérard Vespierre, merci d'être avec nous dans ce studio. Analyste géopolitique et fondateur du média web lemondedécrypté.com. Évidemment, c'est une image. Parfait. Ah, c'est vrai, ça va, j'ai tout juste. Ah, bah écoutez, c'est bien, on dira merci Adrien Baget. C'est vrai, vous avez raison. Ça en appelle d'autres. Gérard Vespierre, vous avez raison, ça en appelle d'autres. Quelle image. Je vous la montre, mais le monde entier l'a vu. Donald Trump, le président Zelensky, s'est assis sur deux chaises. Incroyable. C'est une réunion historique, vraiment. C'est le président Zelensky qui a eu ces mots quand il est sorti. Ça peut devenir une réunion historique. Est-ce le cas? Est-ce que ces funérailles avaient ce rôle-là? Si nous parlons ce soir d'une réunion historique, c'est encore formidable pour nous. Je crois qu'il faut être relativement distant par rapport à toutes ces déclarations, ces événements. Par contre, le grand écart qui s'est accompli entre le 28 février... La réunion, souvenons-nous... À la Maison Blanche. Voilà, dans le bureau ovale. Où M. Zelensky avait pris une soufflante. Voilà. Aux yeux du monde. Et donc, les deux hommes, président Trump et Zelensky, étaient assis l'un à côté de l'autre et devant une musique incroyable de la part des États-Unis, une partie du gouvernement, les caméras, les journalistes. Et là, total contraste, l'humilité, la simplicité des fauteuils on ne peut plus simples. Et cette fois-ci, l'un en face de l'autre, n'est-ce pas? Donc, vous avez un tout autre spectacle, et vous avez peut-être remarqué le discours du corps, c'est-à-dire que les deux corps étaient penchés l'un vers l'autre. On n'était plus dans l'affrontement du bureau ovale, on était dans l'échange. Et je crois que là, ça, c'est la grande différence. Et vous voyez effectivement dans le langage corporel que les choses se sont bien passées, que les discussions... pourrait aboutir sur... alors la paix, c'est un bien grand mot, c'est peut-être un peu galvaudé, mais... c'est une étape supplémentaire. Une étape supplémentaire, vous le pensez vraiment? Il y a eu Washington, il y a eu la réunion à Riyad entre les États-Unis et le Kremlin, il y a eu la réunion maintenant à Rome, il y en aura d'autres. Donc voilà, il y a des étapes successives qui se mettent les unes après les autres. La paix, si vous me permettez l'expression, est un long chemin de croix. Mais la différence, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de stations. On ne connaît pas le nombre d'étapes. Vous avez raison, c'est bien résumé. Oui, Philippe Guibert. Mais est-ce que le plus significatif de cette journée, au-delà du poids des images, c'est le choc des mots de Donald Trump, qui depuis son avion, sur son réseau social, s'est posé la question, est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment arrêter la guerre? Et est-ce qu'il ne me balade pas? C'est une bonne question. Alors que d'autres se sont posés avant lui. Le choc des mots vient après le choc des bombes et des missiles qui sont tombés sur Kiev. Vous avez raison. Voilà, et donc ça a été le grand basculement. Est-ce que ça a été le bombardement de trop non nécessaire, a dit Trump dans son tweet, et également, il a écrit Vladimir, stop. Ça, je crois que même en russe, on peut le comprendre. Donc vraiment, là, c'est un tournant peut-être plus significatif encore ou qui a amené l'échange en tête-à-tête d'aujourd'hui. Parce que c'est cette proximité finalement qui s'est dégagée de la réalité, de la conception russe de la négociation, du pouvoir de force. Et donc, les États-Unis n'aiment pas beaucoup, et Donald Trump n'aime pas du tout que l'on lui impose un rapport de force. Donc, il a complètement retourné, effectivement, son point de vue en défaveur du Kremlin. Oui, voilà, et en faveur, effectivement, du président Zelensky. A-t-il obtenu quelque chose aujourd'hui? C'est toute la question, évidemment, parce que sortir de la réunion en disant ça n'a duré qu'un quart d'heure, mais ça pourrait devenir une réunion historique, c'est qu'ils se sont dit des choses importantes. Ils ne se sont pas échangés seulement des amabilités, Gérard Vespierre. Tout à fait. Je pense que là, on rentre dans la subtilité de la diplomatie et donc dans la subtilité des mots. Si vous voulez, si on parle du territoire de la Crimée, par exemple, en disant qu'il est maintenant un territoire russe, ou si on dit qu'il est contrôlé par les Russes, oui, c'est pas la même, c'est pas le même impact. Vous avez raison. C'est de la communication, n'est-ce pas, Philippe Guibert? L'armée soviétique contrôlait l'Allemagne de l'Est, mais l'Allemagne de l'Est n'était pas un territoire de l'Union soviétique. Donc, voyez-vous, il y a toute cette manipulation de mots. Enfin, manipulation est peut-être un mot excessif, mais la recherche du terme qui va donner finalement une lecture
acceptable pour les deux parties. Oui, ce serait peut-être ça la solution, et ce serait peut-être ça, effectivement, la paix espérée, retrouvée dans cette région du monde. C'était une volonté du pape François, que les choses s'apaisent, que la guerre en Ukraine s'apaise. Effectivement, il a donné des directives avant de partir. Le savait-il, mais il a aussi parlé de la montée de l'antisémitisme. Souvenez-vous, à Pâques, en marge des cérémonies de Pâques, il a parlé de la guerre du Hamas aussi, la guerre à Gaza. Ouais. Pardon, excusez-moi. Et oui, il a aussi parlé de la guerre à Gaza. Il a donné des indications, le pape François. Je refais le lien, effectivement, parce que ce sont les grands affrontements qui nous occupent en ce moment. C'est vrai, c'est assez symbolique, effectivement. Si le pape François, le jour de ses funérailles, en marge de ses funérailles, quel symbole! Symbole. Et dans la basilique Saint-Pierre, qui est quand même un édifice quelque peu impressionnant. Oui, c'est un peu impressionnant. Ça donne une certaine ambiance. Oui. On n'aurait jamais imaginé, quand on était effectivement à la Maison Blanche, dans le salon ovale, que 2 mois après, nous serions pratiquement au cœur de la basilique Saint-Pierre. Oui. Si quelqu'un avait dit ça, on l'aurait traité de fou, on l'aurait enfermé, n'est-ce pas? Voyez-vous, donc les surprises qui viennent peut-être effectivement d'en haut, comme vous sembliez l'indiquer, donc un peu de transcendance, voilà. Et donc il y a vraiment cette marque-là qui est impressionnante. Et ni l'un ni l'autre ne sont catholiques, hein. Donald Trump est protestant et Zelensky est juif, à ma connaissance. Et donc ni l'un ni l'autre ne sont catholiques. Ils se retrouvent tous les deux dans une basilique, la basilique. L'Église catholique dans sa personnification. C'est vrai que l'image est intéressante. Les religions du livre, n'est-ce pas? Absolument. Exactement. Et le pape François a travaillé énormément pour réunir les religions du livre. Il a fait énormément de démarches auprès des musulmans, par exemple. Oui, par contre, le catholicisme n'est pas une religion du livre. Elle est parfois qualifiée comme ça, mais c'est une religion de la rencontre. Donc c'est encore plus adéquat, on va dire, parce que c'est le catholique croit en la personne. C'est le Verbe incarné. C'est Jésus, le message. Donc c'est la religion du Verbe et non pas du livre. C'est de la personne. Donc c'est cette rencontre, finalement, ça a énormément de sens. Et vous disiez tout à l'heure que c'était un vœu du pape François. C'est un vœu de n'importe quel pape, en effet. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le but, on va dire, le métier du pape, c'est d'annoncer au monde ce que Dieu veut pour le monde, c'est-à-dire son bien, et c'est-à-dire le bien de chaque homme. Et évidemment, la paix est un bien pour l'humanité entière, ça ne fait aucun doute. Donc rappeler inlassablement, et en effet, ce que vous disiez tous les deux, c'est que si le pape François, le jour de son enterrement, permet en effet simplement le fait qu'il se parle avec cette image complètement dingue des 2 petites chaises en effet perdues dans la longue histoire, c'est absolument magnifique, on peut que l'espérer. Je voudrais aussi revenir sur les mots d'Emmanuel Macron, qui lui aussi a rencontré le président Zelensky, qui parle aussi d'échanges constructifs. Quel est le rôle aujourd'hui de la France et d'Emmanuel Macron, peut-être dans le règlement de ce conflit? Très important. Parce que voyez-vous, je crois que très nombreux ont été ceux qui se sont fait les gorges chaudes au mois de février l'an dernier, quand il y a eu l'accord de défense, de sécurité plus exactement, entre la France et l'Ukraine, et que le président Emmanuel Macron a déjà pointé l'oreille en parlant de soldats français sur le sol ukrainien. Quel tollé, c'est inacceptable, il est fou. Non, parce qu'il a été mal compris, on a voulu peut-être aussi mal le comprendre. C'est-à-dire que les soldats pourraient premièrement, être envoyés une fois que le cessez-le-feu et la paix sont acquis. Et on arrive à ce moment-là à des forces de consolidation de la paix et non pas à des forces combattantes. Donc, et c'est le schéma qui est en train de se construire. La Grande-Bretagne est sur cette même longueur d'onde, et vous allez peut-être savoir, ou vous savez déjà, que certains pays du Commonwealth, les Canadiens, n'est-ce pas, voire les Australiens, sont aussi prêts à envoyer 1 ou 2 bataillons. Donc on a là une réunion du monde occidental et du monde chrétien, n'est-ce pas, qui est assez extraordinaire pour s'opposer effectivement à tout potentiel dérapage à nouveau de la part de la Russie. Oui, mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que là, on se dirige vers la paix. Peut-on dire ça, Gérard Vespierre, ce soir? Oui,
à partir du moment où vous me demandez pas quel jour. Non, mais ça, bon, c'est comme le conclave. Je vous demanderai pas quel jour, effectivement. Oui, mais là, le conclave, en général, c'est quelques semaines au maximum. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais tout peut changer. Non, mais vous avez raison. Mais voilà, on ne sait pas. J'essaye de vous suivre, là, vous me tendiez un plaid. Non, mais pas du tout, c'est pas mon genre. Gérard Vespierre, pas du tout. Mais... Non, qu'est-ce que vous avez, Philippe Guibert? Non, je vous sens très intrigué. J'ai rien. Oui. Mais j'ai le sentiment que si on se dirige vers la paix, c'est pas forcément la même paix que celle qui était envisagée il y a quelques semaines, voire quelques jours, par Donald Trump. Les discussions évoluent. C'était très favorable. Non, Gérard Vespierre. C'était très favorable à Poutine, pour dire les choses. J'ai essayé de souligner dans toutes mes interventions ou écrits, c'est le fait que la Russie ait donné la priorité absolue à la reprise de la poche de Koursk. Oui. Qu'est-ce que c'était ce territoire? À peu près 1000 km² russes occupés, conquis par l'armée ukrainienne. Et ce territoire était une carte en vue de négociation. Donc à partir du moment où la Russie, le Kremlin a mis la pression et les moyens en faisant appel à Corée du Nord, un pays fantoche, mais bon, donc c'était facile d'avoir 10 000 hommes, pour reprendre cette poche-là, c'est-à-dire qu'ils supprimaient dans le jeu ukrainien une carte en vue des négociations. Donc, en décalcomanie, derrière Koursk, il y avait le mot négociation, n'est-ce pas? Donc le fait de s'attaquer à cette carte ukrainienne, eh bien, c'était un signe que la Russie, de façon indirecte, au deuxième degré, souhaitait aboutir à un moment ou à un autre, parce que l'économie russe, n'est-ce pas, elle va pas très bien. Il y a 500 000 blessés et morts là. Les il y a Russes veulent la paix aussi. Absolument. Il y a eu un sondage qui a été effectué il y a 15 jours à peu près en Russie. 90% des Russes sont en faveur de Poutine. Bien sûr, parce que si vous êtes contre, vous risquez les pires ennuis pour vous et la famille. Mais 60% sont en faveur de la paix. Bien sûr. Donc il y a une pression économique, une pression familiale. La pression des mères aussi qui ont perdu. Elle n'est pas très sensible dans le discours et l'action de Vladimir Poutine. Vous disiez vous-même tout à l'heure le bombardement de Kiev, de ces quartiers, de cette tuerie de civils n'avait aucune nécessité militaire. Tout à fait. Donc c'est une drôle de façon c'est une erreur fondamentale. Ouais. Bon. Peut-être la paix. Gérard Vespierre, c'est passionnant. Merci infiniment d'être venu sur dans ce studio d'Europe 1. C'est vrai, franchement, se dirige ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Exactement, je pense que les auditeurs partagent aussi ce sentiment ce soir. Cette guerre en Ukraine, ça fait 3 ans maintenant qu'elle a commencé, plus de 3 ans qu'elle a commencé. Et c'est quand même les portes de l'Europe, si on arrive à trouver un accord. Nous sommes 450 millions pratiquement d'Européens, un peu plus de 500 millions avec les Grands-Bretons, avec nos amis britanniques. Il n'y a que 145 millions de Russes. Donc on peut parler de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Eh bien, on s'arrêtera là-dessus. Ce sont de très beaux mots. Merci infiniment, Gérard Vespierre, d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté. Merci à vous. .com. C'était passionnant.